L'été de la guerre avait transformé les équipages soviétiques en témoins d'un cauchemar mécanique. Sur les plaines brûlantes, les obus frappaient les blindages allemands et ricochaient sans effet, comme si l'acier ennemi se moquait des lois de la physique. En réponse, le tir précis des canons lourds réduisait les chars soviétiques en torches fumantes avant même qu'ils puissent s'approcher à une distance utile. Les pertes s'accumulaient. Les équipages disparaissaient en quelques secondes, et le commandement comprit que quelque chose s'était brisé dans l'équilibre de la guerre blindée. À Moscou, la pression devint insupportable. Les rapports du front ne laissaient aucune place à l'illusion. Le char qui avait porté l'armée rouge pendant les premières années du conflit atteignait ses limites. Les améliorations successives ne suffisaient plus. Il ne fallait pas une modernisation, mais une rupture totale, un saut technique capable de rendre à nouveau la peur à l'adversaire. Cette décision mena directement à l'Oural, dans les ateliers de Nijni Tagil, où travaillait l'homme chargé de l'impossible, Alexandre Alexandrovitch Morozov. Morozov connaissait mieux que quiconque les défauts de la machine qu'il avait lui-même contribué à rendre célèbre. Il savait que renforcer simplement le blindage condamnerait le char à devenir lent et vulnérable autrement. Il réunit alors une équipe réduite, triée parmi les meilleurs ingénieurs, et leur imposa une tâche presque provocatrice. Concevoir un char doté d'une protection 2 fois plus épaisse, sans augmenter sa masse ni sacrifier sa mobilité. Pour beaucoup, cela relevait de la folie technique. Pour Morozov, c'était la seule voie possible. La solution naquit d'un bouleversement complet de l'agencement interne. Le moteur, traditionnellement placé dans l'axe du char, fut installé transversalement. Ce choix audacieux libéra un volume précieux et permit de raccourcir le compartiment moteur. Chaque centimètre gagné fut transformé en acier supplémentaire à l'avant du véhicule. Le résultat frappa même les ingénieurs les plus sceptiques. Le blindage frontal atteignait un niveau de protection que peu d'armes ennemies pouvaient percer à moyenne distance. À cette transformation s'ajouta une décision encore plus radicale. La suspension à ressort, utilisée depuis des années, fut abandonnée. À sa place apparut une suspension à barre de torsion, plus compacte et plus moderne. L'intérieur du char changea de visage. L'équipage disposait enfin d'un espace de travail moins contraignant, ce qui améliorait directement la vitesse d'action et la coordination sous le feu. Ce n'était pas un détail de confort, mais un avantage tactique vital. Le cœur de la nouvelle machine battait grâce à un moteur diesel spécialement conçu pour ce projet. Plus puissant, plus fiable, il offrait au char une accélération surprenante pour un véhicule aussi protégé. Lors des essais, la silhouette basse et ramassée du char glissait sur les routes avec une aisance qui contrastait avec son apparence massive. Les ingénieurs comprirent alors qu'ils avaient entre les mains bien plus qu'une évolution. C'était un char pensé pour une guerre à venir, pas seulement pour celle qui faisait rage. L'armement principal, bien connu des équipages, fut conservé pour des raisons pragmatiques. Ce canon avait déjà prouvé sa capacité à affronter les blindés ennemis dans des conditions réelles. Associé à une réserve de munitions accrue, il offrait une endurance au combat supérieure. Extérieurement, le char rappelait son prédécesseur, mais chaque détail trahissait une génération nouvelle. La tourelle plus basse, les angles mieux calculés, la structure simplifiée annonçait une machine conçue pour durer. Lorsque l'État valida officiellement le projet, l'enthousiasme fut immense. Le char reçut son nom définitif, T-44, et la décision fut prise de lancer la production dans une usine récemment libérée à Kharkov. Sur le papier, tout semblait prêt pour une entrée fracassante sur le champ de bataille. En réalité, le destin de ce char venait à peine de se compliquer, car la théorie allait bientôt se heurter à la ruine, au manque d'outils et à une industrie encore marquée par des années de guerre totale. La décision de produire le nouveau char à Kharkov semblait logique sur le plan stratégique, mais sur le terrain industriel, elle frôlait l'aveuglement. La ville venait à peine d'être libérée, et l'usine désignée pour fabriquer le T-44 ressemblait davantage à un champ de ruines qu'à un site capable de produire une machine de pointe. Les ateliers étaient éventrés, une partie des machines-outils avait été emportée lors du retrait allemand, le reste était hors d'usage. Les ingénieurs découvraient un espace où la poussière, les gravats et l'improvisation tenaient lieu d'organisation industrielle. Malgré cela, l'ordre était formel. Il fallait lancer la production,
coûte que coûte. Les équipes commencèrent à travailler dans des conditions extrêmes, réparant des machines obsolètes, adaptant des outils qui n'avaient jamais été conçus pour une telle précision. Chaque char assemblé relevait presque de l'artisanat. Les ouvriers faisaient preuve d'un dévouement remarquable, mais la réalité technique ne pardonnait pas. Le T44 exigeait une exactitude que l'usine ne pouvait tout simplement pas garantir à ce stade. Lorsque les premiers exemplaires sortirent enfin des ateliers, l'espoir fut de courte durée. Les inspections révélèrent rapidement une accumulation inquiétante de défauts. Les pièces censées être interchangeables ne l'étaient pas. Chaque char devenait une entité unique, impossible à réparer avec des éléments standards. Pour une armée engagée dans une guerre de mouvement, cette situation était inacceptable. Les mécaniciens de terrain auraient été condamnés à l'impuissance face à une panne sérieuse. Les rapports adressés aux autorités furent d'une brutalité inhabituelle. Ils décrivaient des écarts constants par rapport au plan, des assemblages approximatifs et des compromis imposés par le manque d'équipement. La qualité du blindage posait un problème particulier. Les plaques livrées présentaient des différences de dimension, des déformations visibles et des tolérances incompatibles avec un char moderne. Même le fond de la coque, censé être une structure simple et robuste, était assemblé à partir de multiples éléments soudés, fragilisant l'ensemble. Face à cette situation, une décision lourde de conséquences fut prise. Les chars déjà produits ne seraient pas envoyés au combat. Ils seraient classés comme véhicules d'entraînement, destinés à des essais et à la formation, mais jugés impropres à une utilisation en première ligne. La production se poursuivait officiellement, mais sans la moindre perspective de voir ces machines rejoindre le front. Pendant ce temps, à l'ouest, les combats faisaient rage et l'armée rouge avançait, privée d'un char qui aurait pu renforcer ses unités. Les mois suivants ne firent qu'aggraver le paradoxe. L'usine parvenait à augmenter légèrement le nombre de chars assemblés, mais la qualité ne suivait pas. Chaque nouvelle série révélait les mêmes faiblesses, les mêmes erreurs reproduites à un rythme industriel. Le problème n'était plus ponctuel, il devenait systémique. Les responsables comprirent que le défaut ne résidait pas seulement dans le matériel, mais dans l'organisation elle-même. Une enquête interne mit en lumière une réalité dérangeante. Les chefs d'atelier ne maîtrisaient pas pleinement les capacités des machines disponibles. Des équipements modernes restaient inutilisés, faute de formation ou par simple inertie. Les opérations de contrôle étaient bâclées, non par négligence volontaire, mais parce que les instruments de mesure faisaient défaut. Dans ce chaos, le rebut disparaissait sans trace, les pièces défectueuses se mêlaient aux éléments conformes, et personne ne pouvait déterminer où ni comment la qualité se perdait. La réaction des autorités centrales fut rapide et sans ménagement. Une équipe spéciale fut envoyée sur place, composée de cadres aguerris, habitués à remettre sur pied des usines en situation critique. Leur approche fut directe, presque militaire. Ils examinèrent chaque étape, chaque geste, chaque procédure. Ce qu'ils découvrirent confirma leurs craintes. Le char le plus avancé du pays était produit dans des conditions indignes de sa complexité. Des structures de contrôle permanentes furent mises en place. Chaque panne, chaque incident devait désormais être analysé, documenté et expliqué. Les ingénieurs furent contraints de revoir les plans, parfois à la demande même des ouvriers, qui signalaient des impossibilités techniques ou des incohérences flagrantes. Les modifications s'accumulaient à un rythme vertigineux, transformant le T44 en un projet en constante mutation. Pendant que cette lutte silencieuse se déroulait à l'arrière, la guerre approchait de son dénouement. Les unités blindées continuaient de recevoir des chars éprouvés, produits en masse, simples à réparer et parfaitement maîtrisés par les équipages. À côté d'eux, le T44 restait invisible, absent des communiqués, absent des récits du front. Il devenait un char fantôme, perfectionné dans l'ombre alors que le destin de l'Europe se jouait sans lui. Au début du printemps, la situation atteignit un point de rupture. Les responsables comprirent que les défauts observés n'étaient plus des accidents isolés, mais le symptôme d'un système incapable d'absorber une machine aussi exigeante. Le T44 ne pardonnait rien. La moindre approximation se transformait en panne,
La plus petite erreur d'alignement finissait par bloquer un mécanisme vital. Chaque char sorti des ateliers révélait une nouvelle faiblesse, parfois inattendue, parfois déjà signalée mais jamais réellement corrigée. Les ingénieurs durent accepter une vérité difficile. Le problème ne venait pas seulement de l'usine détruite ou du manque de machines modernes. Le problème venait du fait que le char avait été conçu pour une industrie idéale, stable et parfaitement équipée, alors que la réalité soviétique de la fin de la guerre était tout autre. La production se faisait encore dans l'urgence, avec des chaînes fragmentées, des équipes incomplètes et des fournisseurs incapables de garantir une constance absolue. Pour tenter de sauver le programme, une révision massive fut lancée. Les plans furent ouverts, ligne après ligne, détail après détail. Des centaines de modifications s'accumulèrent, puis des milliers. Certaines concernaient la structure même de la coque, d'autres la transmission, d'autres encore des éléments en apparence secondaires qui, en pratique, provoquaient des défaillances en cascade. Le char évoluait sans cesse, au point que 2 exemplaires produits à quelques semaines d'intervalle pouvaient présenter des différences notables. Cette instabilité technique avait une conséquence directe. Il devenait impossible d'envisager une utilisation en conditions réelles. Un char de combat devait être robuste, prévisible, réparable sur le terrain. Le T-44, dans son état actuel, exigeait une attention constante, presque académique. Il fallait des ingénieurs pour comprendre ses réactions, des techniciens spécialisés pour intervenir sur ses organes internes. Sur un champ de bataille en mouvement, cette complexité se serait transformée en condamnation. Pendant ce temps, les combats approchaient du cœur du continent européen. Les besoins de l'armée étaient clairs et immédiats. Il fallait des chars nombreux, simples, capables d'être produits sans interruption et réparés dans les ateliers de fortune. Introduire une machine aussi capricieuse aurait bouleversé toute la logistique. Les dépôts de pièces auraient dû être entièrement repensés. Les équipes de maintenance auraient nécessité une formation longue, incompatible avec le rythme des offensives. Un autre facteur pesa lourdement dans la balance, le temps. Chaque semaine passée à ajuster le T-44 était une semaine où l'ennemi reculait déjà sous la pression des forces existantes. La guerre ne laissait plus de place à l'expérimentation à grande échelle. Le char arrivait trop tard pour influencer le cours des opérations, mais trop tôt pour être pleinement maîtrisé par l'industrie. Dans les bureaux de décision, le débat devint silencieux mais intense. D'un côté, une machine prometteuse, théoriquement supérieure, porteuse d'innovations majeures. De l'autre, une réalité brutale faite de chiffres, de délais et de capacités humaines limitées. Produire un seul T-44 mobilisait des ressources considérables, bien supérieures à celles nécessaires pour assembler plusieurs chars déjà éprouvés. Dans une guerre d'attrition, cette équation ne pouvait être ignorée. La décision finale fut pragmatique. Le char ne serait pas abandonné, mais il ne serait pas non plus précipité vers le front. Il continuerait d'être produit en petite quantité, utilisé pour l'entraînement, pour les essais, pour l'apprentissage. Chaque défaut deviendrait une leçon. Chaque panne servirait à améliorer la génération suivante. Le T-44 changeait de rôle. Il cessait d'être une arme immédiate pour devenir un laboratoire roulant. Cette invisibilité volontaire le transforma en un paradoxe historique. Tandis que d'autres chars accumulaient les combats, les destructions et la gloire, lui accumulait l'expérience technique, loin des regards. Aucun équipage ne raconta son baptême du feu. Aucun rapport héroïque ne mentionna son nom. Pourtant, dans l'ombre des ateliers, il façonnait déjà l'avenir. Lorsque la guerre toucha à sa fin, le T-44 existait bel et bien, en nombre non négligeable, mais sans avoir jamais connu l'épreuve ultime. Il était le produit d'une victoire industrielle inachevée, d'une ambition freinée par la réalité. Et alors que les canons se taisaient, une question demeurait suspendue. Ce char, privé de guerre, avait-il réellement échoué? Ou venait-il simplement de remplir une mission que personne n'avait encore comprise? La fin des combats en Europe ne signifia pas la fin des problèmes pour le T-44. Bien au contraire, le silence des canons révéla brutalement ce que la guerre avait jusque-là masqué. Désormais, chaque défaillance ne pouvait plus être excusée par l'urgence ou le chaos du front.
Les essais menés en conditions contrôlées exposèrent les faiblesses de la machine avec une précision implacable. Ce qui aurait pu passer inaperçu au combat devenait ici impossible à ignorer. Les campagnes d'essais d'automne furent particulièrement sévères. Les chars parcouraient de longues distances, enchaînaient les manœuvres, subissaient des contraintes mécaniques continues. Très vite, les rapports s'accumulèrent. Les moteurs montraient une tendance inquiétante à la surchauffe lors des marches prolongées. Les transmissions exigeaient un réglage constant, sous peine de blocage brutal. La suspension, pourtant moderne sur le papier, révélait une usure prématurée dans certaines conditions de terrain. Les équipages d'essai, composés de militaires expérimentés, dressaient des listes de remarques après chaque sortie. Ils soulignaient la fatigue excessive imposée aux mécaniciens, la difficulté d'accès à certains organes internes, la complexité des réparations de fortune. Le char restait performant sur le plan conceptuel, mais il demandait trop d'attention pour être considéré comme fiable à 100%. Dans une armée qui se préparait déjà à l'après-guerre, ce niveau d'exigence n'était plus acceptable. L'industrie tenta une nouvelle fois de réagir. Les ingénieurs reprirent leurs calculs, modifièrent des assemblages, renforcèrent certaines pièces. Chaque correction améliorait un point précis, mais révélait parfois un déséquilibre ailleurs. Le T-44 ressemblait de plus en plus à une machine de transition, coincée entre deux époques. Il portait les marques d'une guerre totale et les exigences d'un monde qui changeait rapidement. Dans le même temps, les priorités évoluaient. Les stratèges regardaient désormais au-delà du conflit terminé. Ils imaginaient de futurs affrontements, différents dans leur forme, mais tout aussi exigeants sur le plan technologique. Dans ce contexte, investir massivement dans un char encore imparfait perdait de son sens. Les ressources humaines et industrielles étaient précieuses. Il fallait les orienter vers une plateforme capable d'exploiter pleinement les leçons apprises. Progressivement, le rôle du T-44 se réduisit. Il continua d'être utilisé dans des unités d'instruction, servant à former des équipages et des techniciens. Pour beaucoup de soldats, il devint un outil pédagogique plutôt qu'une arme. Ils apprenaient à reconnaître ses réactions, à anticiper ses faiblesses, à comprendre la logique nouvelle de sa conception. Sans le savoir, ils se formaient déjà à une génération de chars encore inexistante. Sur le plan opérationnel, la machine s'éloignait définitivement de toute perspective de combat réel. Les dernières séries produites montraient des améliorations sensibles, mais elles arrivaient trop tard. Le monde militaire avançait plus vite que le programme. Les exigences augmentaient, les standards se durcissaient, et le T-44 peinait à suivre ce rythme. Pourtant, le char n'était pas un échec. Il était devenu autre chose. Un banc d'essai grandeur nature, une accumulation d'expériences concrètes, parfois douloureuses, mais toujours instructives. Chaque défaut corrigé, chaque solution improvisée, chaque compromis accepté nourrissait un savoir précieux. Ce savoir ne resterait pas enfermé dans les dossiers d'archives. À mesure que son exploitation active diminuait, une nouvelle machine prenait forme sur les tables à dessin. Plus ambitieuse, plus aboutie, pensée dès l'origine pour éviter les pièges qui avaient ralenti son prédécesseur. Le T-44 approchait silencieusement de la fin de sa carrière opérationnelle, non dans le fracas des combats, mais dans le bruissement des ateliers et le crissement des crayons sur le papier. Et alors que les derniers équipages quittaient leurs chars après des essais interminables, une évidence s'imposait. Le T-44 n'était pas destiné à marquer l'histoire par ses victoires. Il était destiné à transmettre quelque chose de bien plus durable, même si peu de gens en avaient encore conscience. Au fil des années suivantes, le T-44 s'éloigna définitivement de toute ambition de combat. Il ne fut jamais officiellement rejeté, mais il glissa lentement hors des priorités. Les unités qui l'utilisaient encore le faisaient par nécessité pédagogique, non par confiance opérationnelle. Chaque exercice confirmait la même impression. Le char était avancé dans son concept, mais dépassé dans son exécution. Il appartenait déjà au passé, au moment même où il roulait encore. Les autorités militaires observaient attentivement une nouvelle génération de blindés en gestation. Les ingénieurs, forts de l'expérience accumulée, évitaient désormais les compromis qui avaient tant coûté au programme précédent. Les solutions testées sur le T-44 étaient conservées, mais intégrées différemment,
avec une logique industrielle plus réaliste. Cette fois, la machine naissait en accord avec les capacités réelles des usines, et non contre elles. Pendant ce temps, le T-44 continuait à servir, presque discrètement. Il participait à des manœuvres, parcourait des kilomètres sur des terrains d'entraînement, encaissait encore des contraintes mécaniques qui révélaient ses dernières limites. Les mécaniciens le connaissaient par cœur. Ils savaient quels organes surveillaient, quelles pièces cédaient en premier, quelles réparations étaient inutiles. Ce savoir empirique devenait précieux, car il alimentait directement les choix techniques futurs. Peu à peu, les effectifs diminuèrent. Certains chars furent retirés sans annonce officielle, remplacés par des machines plus récentes. D'autres restèrent immobilisés, servant de réserve de pièces ou de support d'instruction statique. Le processus ne fut ni brutal ni spectaculaire. Il se fit dans le silence administratif, loin des discours et des communiqués triomphants. Ce qui frappa les observateurs les plus attentifs, c'était l'absence totale de récits héroïques autour du T-44. Aucun affrontement décisif, aucune percée mémorable, aucun moment gravé dans la mémoire collective. Et pourtant, dans les cercles techniques, son nom revenait sans cesse. Il était cité comme un tournant, comme une étape nécessaire, comme une machine qui avait échoué pour que d'autres réussissent. À la fin de son exploitation active, le T-44 avait rempli une fonction paradoxale. Il n'avait jamais tiré en colère contre un ennemi, mais il avait affronté quelque chose de tout aussi redoutable. La réalité industrielle, l'usure humaine, les limites du temps et des ressources. Là où d'autres chars avaient été brisés par les combats, lui avait été lentement consumé par l'exigence de perfection. Son retrait ne provoqua aucune émotion publique. Les équipages passèrent à autre chose. Les ateliers se réorganisèrent. Les plans furent rangés. Le char disparaissait, sans gloire apparente, mais sans être oublié de ceux qui avaient travaillé sur lui. À cet instant précis, son histoire s'arrête. Non pas dans une explosion ou une bataille, mais dans un hangar, moteur éteint, après avoir livré tout ce qu'il pouvait offrir. Si cette histoire t'a intéressé, pense à laisser un like pour soutenir le travail, écris ton avis ou ta question en commentaire et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires consacrées aux machines et aux décisions qui ont façonné le XXe siècle.